Bonjour et bienvenue dans Cybercast, votre rendez-vous avec la cybersécurité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Bienvenue dans CyberEcho, la rubrique de Cybercast qui vous aide à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde de la cybersécurité en Afrique et ailleurs. Ici, pas besoin d'être expert. On vous parle simplement de l'essentiel de l'actualité cyber, que ce soit dans les entreprises, les institutions ou notre quotidien connecté. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs thématiques clés parmi lesquelles le rapport d'Interpol sur l'état de cybersécurité en Afrique. Nous allons parler d'un défaut de configuration dans les systèmes Microsoft Windows Server 2025. Nous allons parler de fuite de données ciblant des entreprises dans le secteur privé et dans le secteur public de deux pays notamment et plusieurs d'autres sujets. Et pour en discuter, je suis ravi d'être accompagné par nos chroniqueurs du jour, Koulibaly Mohamed, Bonjour. Hamdan Kone Bonjour. et Guy. Bonjour. Alors, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. On va plonger à présent dans le vif du sujet avec la première catégorie de nos thématiques, qui est notamment la fuite de données qui cible deux pays, le Maroc et le Cameroun. On commence avec l'entreprise Ascoma, basée au Cameroun, qui a eu une fuite massive de données. Koulibaly Mohamed, est-ce qu'on aurait plus de détails par rapport à ce sujet? Oui, il faut noter que la filiale de la société d'assurance Ascoma basée au Cameroun a connu une fuite de données avec environ 1,5 téraoctets disponibles sur le web, où on a environ près de 2 millions de fichiers qui ont été volés qui est sous menace d'être dispersés sur le dark web, le web par le groupe cybercriminel Wordlist. Notons que ce groupe cybercriminel a commencé ses activités début janvier 2025 et actuellement sont dans une stratégie d'abandon de chiffrement de fichiers. Ils sont basés plus sur l'extorsion basée uniquement sur des vols de données. Et là, pour leur mode opératoire, c'est simple, hein. Ils ne font pas de chiffrement, ils exfiltrent un grand nombre de données, à savoir les 1,5 téraoctets de données de la société Ascoma. Ensuite, il procède à une publication sous menace, puis bon, il publie, une fois que, ils ne reçoivent pas de rançon, il publie sur la vitrine. Et là, actuellement, la société Ascoma du Cameroun est sous une menace de publication de données qui, d'après ce groupe cybercriminel, renferme des données sur les assurés au niveau de leur police d'assurance et consorts, finances de la filiale au Cameroun et aussi sur le personnel de l'ASCOMA Cameroun. Voilà un peu pour les infos sur l'X. Hamdan, ton avis par rapport à ce sujet, est-ce que tu as des informations à partager? Donc, je dirais de mon côté que là, actuellement, on ne peut pas être vraiment très rassuré si les données ont été divulguées ou pas, parce qu'il y a une information que WorldLeaks a publiée sur sa plateforme en disant qu'elle arrêtait totalement ses activités concernant tout ce qui est lié aux attaques de ransomware et tout. Du coup, elle a proposé aux entreprises de pouvoir leur donner, donc leur attribuer, donc toutes les entreprises qui étaient impactées par leurs attaques, de pouvoir leur donner une clé de déchiffrement afin de pouvoir euh, restaurer leurs données. Mais déjà, en termes d'impact, si on aimerait rentrer, il faut dire que ce genre d'attaque peut soumettre à des impacts qui sont liés à des risques réglementaires. Donc, on sait que bon, si Ascoma utilise, bien évidemment, ils utilisent des données des Européens, donc ils seront exposés à des sanctions liées au règlement général en fait de la protection des données. Donc, on peut vraiment estimer que voilà, cette attaque-là, même si Ascoma arrive à retrouver ses données, elle ne pourra pas échapper à certaines sanctions. Il faut pas oublier également qu'il y a aussi la réputation. Donc, ça peut créer une sorte de perte de confiance des différents courtiers qui sont partenaires et même des clients finaux. Effectivement. Donc, ça montre encore une fois l'importance de ce sujet qu'est la cybersécurité qui doit être au cœur d'une vision stratégique ou sinon de la vision stratégique de toute entreprise. Il y a encore Effectivement. il y a encore, on a encore une autre thématique concernant les flux de données, cette fois-ci au Maroc. On a eu l'attaque contre l'Agence nationale de la conservation foncière et du cadastre marocain. Du coup, est-ce qu'on pourrait donner plus d'informations sur ça pour nos auditeurs?
Déjà, on est tous censés savoir qu'il y a déjà une tension diplomatique entre le Maroc et l'Algérie. Et sur ce fait-là, on assiste à pas mal de cyberattaques contre ces deux États. Et parmi ces cyberattaques, on a celui de l'attaque de l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie du Maroc, et qui a été revendiqué par un groupe cybercriminel qui n'est pas trop connu des différents cyberactivistes du dark web qui se nomme Jabarut et qui a revendiqué cette attaque sur le forum Dark Forum sur Telegram. Et ici, il faut noter que à ce stade, on ignore exactement qui sont constitués de les éléments constitutifs de ce groupe super attaque. Mais ici, on assiste à une extraction de plus de 4 octets de données, incluant des certificats fonciers, des actes de vente, d'achat, des documents, d'informations, des relevés bancaires, et c'est vraiment quand même important, vu il y a environ 10 000 certificats fonciers au format PDF qui sont disponibles sur le dark web. On a 20 000 documents variés d'achat, vente, documents d'état civil, pièces d'identité, passeport et documents bancaires sur la base de 4 millions de documents piratés. Voilà, c'était d'une grande envergure. 4 millions de documents, des informations sur des personnalités clés du pays. Vraiment, on voit que ça s'inscrit vraiment dans un contexte, comme tu l'as dit, de géopolitique. Hamdan, est-ce que tu as des additifs par rapport à ça? Je dirais que c'est pas vraiment la première fois que ce groupe entreprend des activités au Maroc. Il faut savoir que l'acteur de cette menace-là avait d'abord acquis une certaine notoriété depuis le 8 avril 2025, où ils avaient revendiqué la responsabilité d'une certaine violation massive du Fonds national de sécurité sociale, donc du CNSS du Maroc. Donc, après 10 semaines, ils nous disent, oui, effectivement, ils revendiquent après, en fait, une deuxième attaque, en fait, de grande envergure qui a ciblé cette fois-ci plutôt l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie et tout. Donc, On a une autre fuite de données, cette fois-ci de l'ordre mondial, plus de 16 milliards de mots de passe qui ont fuité. Et même les GAFA même sont concernés, Google, Facebook, etc. Est-ce que, cher chroniqueur, est-ce qu'on peut donner plus d'informations sur cette fuite de données à nos auditeurs? Euh, Oui, je dirais il y a eu plus de peur que de mal. Pourquoi? Parce que, en fait, ce n'est pas une nouvelle fuite de données, c'est juste une mise ensemble, en fait, d'un certain nombre de données déjà ayant fuité qui existaient déjà. Donc, voilà, ce ne sont pas de nouvelles données qui ont fuité, ce sont des anciennes données, seulement que la personne ayant à sa possession a fait mise en commun, une mise en groupe de toutes ces données-là. Mais bien évidemment, il faut toujours adopter les bonnes pratiques, changer ses mots de passe, voilà, changer tous ses identifiants régulièrement. Voilà, sinon, il ne s'agit pas vraiment d'une nouvelle fuite des données. Comme je l'ai dit, c'est toujours ces anciennes données-là, en fait, qui ont été rassemblées et c'est comme si on a eu le plus gros rassemblement, en fait, de données. Donc, on tourne autour des 16 milliards. ok, ah bah oui, c'est parfait. Et du coup, Koulibaly Mohamed, quel conseil à passe que Guy a dit en termes de stockage de mots de passe? De l'ensemble des mots de passe qui ont liqué depuis bien longtemps. Alors, la dernière version pour les communs de la cybersécurité, ils sauront qu'on avait une version qu'on appelait la ROC-Io 2021 qui a juste connu un update pour passer à ROC-Io 2024, qui est la dernière version. Et là, on parle maintenant de Rock 2025. Et comme il a dit, les risques majeurs autour de ce leak, c'est de se faire attaquer par le credential stuffing, saisi automatiquement de comptes sur divers services. On a les subversions d'identité, l'accès aux services professionnels, à savoir VPN, Office 365 et autres. Donc, l'idéal ici, c'est de suivre les bonnes pratiques qui consistent à changer régulièrement ces mots de passe, activer l'authentification à deux facteurs si possible, puis mettre en place une politique de gestion des identités. Tu gardes la parole, Mohamed. Je pense aussi que l'autre mesure à rajouter à ce que vous avez dit, Guy et toi, c'est utiliser aussi un gestionnaire de mots de passe. Voilà, il peut les qui passent et autres. Est-ce que tu peux nous définir c'est quoi RQ, la liste RQ pour nos auditeurs qui ne sont pas très techniques? ROQ, c'est une base de données en fichier TXT
si vous me permettez de dire cela, qui contient un ensemble de mots de passe liqués qui se regroupent dans ce dictionnaire, puis qui est ensuite réutilisé par les cyberattaques pour faire des attaques par dictionnaire sur certains sites et autres. Ok, notamment le cracking pour pouvoir casser les mots de passe, ceux qui n'utilisent pas les mots de passe forts, les personnes malveillantes, les cyberattaquants peuvent utiliser cette liste-là pour pouvoir casser les mots de passe en clair. C'est bien ça. Effectivement. Ok, merci messieurs de nous avoir éclairé sur ces sujets liés à les fuites de données. On va cette fois-ci aller un peu plus en détail sur des chiffres très alarmants sur le sujet de la cybersécurité, déjà avec l'entreprise Kaspersky qui, le mercredi 11 juin 2025, bien évidemment, a mis en avant un rapport sur des tentatives de cyberattaque. Est-ce que tu peux nous édifier plus sur le sujet? Oui, en effet, le mercredi 11 juin, au Sofitel, à Abidjan, au Côte d'Ivoire, Kaspersky a tenu l'édition 2025 de son Canex, où des statistiques, tendances et états de la menace cyber en Côte d'Ivoire ont été dévoilés. Donc, il s'agit en fait d'un état de 27 millions de tentatives d'attaque ayant ciblé le cyberespace ivoirien, selon toujours Kaspersky. Dedans, on dénombre 7,5 millions d'attaques orchestrées depuis Internet, 550 000 via des CVE qui sont des vulnérabilités déjà publiques et aussi des erreurs de configuration. On dénombre aussi 60 000 tentatives pour des cas de vol d'informations, de connexion, aussi 120 000 attaques concernant l'installation de portes dérobées. À côté de cela aussi, on dénombre 10 000 attaques ciblant les banques et les services de paiement. Et il faudra noter aussi que 37% des ordinateurs personnels ciblés concernent les systèmes industriels. On recommande de déployer des solutions de cybersécurité, d'instaurer une politique stricte de gestion des accès aux ressources internes et aux interfaces industrielles. À côté de cela aussi, c'est toujours effectuer des sauvegardes régulières et surtout distribuer. Il faudrait renforcer la formation des collaborateurs face à ces différentes menaces de phishing et autres. Et enfin, de s'appuyer sur des partenaires de confiance pour tout ce qui concerne l'accompagnement pour des audits de sécurité, de la surveillance aussi de son infrastructure et aussi pour tout ce qui concerne la réponse aux différents incidents. Oui, effectivement, merci Guy. Koulibaly Mohamed, aujourd'hui, on parle beaucoup de la sécurité IT, mais comme Guy l'a dit dans son intervention, les rapports de Kaspersky parlent beaucoup plus du secteur industriel. Donc, on va parler de l'OT. Est-ce que aujourd'hui, on prend par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, est-ce que quel est l'état de la cybersécurité dans ce secteur-là, hormis ce que Guy a dit? Effectivement, lorsqu'on prend le secteur de l'industriel, on remarque que la plupart des cyberattaquants vise assez les entreprises et autres. Mais là, on passe dans une transition où les entreprises avec des systèmes industriels sont de plus en plus touchées. Et là, pour ce qui est de la maturité de certaines entreprises industrielles, il faut dire que c'est pas vraiment le top niveau. Ok. Voilà, il y a déjà un éveil de conscience où on s'est dit que, bon, déjà que on n'était pas ciblé dans un passé récent et que il y avait des entreprises qui n'étaient pas industrielles qui se faisaient attaquer. Dans le cas où nous, on a des systèmes qui sont assez sensibles, on se fait attaquer par un cyberattaquant qui met à mal le fonctionnement du système industriel, comment on se place dans la posture de résolution de cet incident. Et avec ça, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont commencé à déployer les moyens pour essayer d'atteindre un bon niveau de maturité cyber pour les différents systèmes industriels. Donc déjà, l'éveil des consciences et puis bon, les actions qu'il faut pour essayer d'atteindre ce bon niveau. Du coup, Guy, le rapport que Kaspersky a présenté, on est bien d'accord, c'est des chiffres, on va dire que c'est la technologie Kaspersky a détecté, ou bien c'est autre technologie aussi, peut-être appelée CrowdStrike et j'en passe. Non, c'est tout ce qui est données télémétriques envoyées par les solutions de Kaspersky. Ok, ok, c'est très bien. C'est comme si en gros on peut aller sur le Cyber Threat Map, on essaye de voir ça, les trucs en temps réel. Je pense que peut-être ils ont tiré parti de ça aussi. Exactement, exactement. Ok. Ok. Amdad connaît, est-ce qu'il y aurait des additifs par rapport au rapport que nous a partagé? Et à part peut-être rajouter, c'est vrai que Mohamed et Guy ont essayé de vraiment
travailler un peu sur le sujet, mais il faut dire que les secteurs qu'on pourrait évoquer qui ont été, peut-être, qui sont beaucoup impactés, il faut voir le secteur de l'énergie, le secteur de l'eau, transport et tout ce qui est lié à la production alimentaire. Donc, les différents impacts qu'on peut noter, c'est de vraiment, en fait, au niveau, par exemple, en fait, de l'interruption de service, on peut avoir des sabotages, on peut même avoir des atteintes à la sécurité physique et tout. Donc, ce qu'on pourrait recommander dans ce genre de cas, il faut amener les entreprises dans ce genre de secteur-là à mettre en œuvre des solutions spécialisées pour les systèmes industriels, bien évidemment. Aussi, mettre en place des politiques de gestion des accès, soit liés aux interfaces et tout, par rapport aux éléments qu'ils utilisent. Et puis, vraiment, où j'insiste un peu au niveau de la formation du personnel à la détection des menaces. Parce qu'après, si l'humain est vraiment, tout ce qui est lié à la technique est vraiment très bien, c'est vraiment très joli à voir, mais si l'humain n'est pas très bien formé par rapport à ça, ça ne vaut carrément rien. Ok, merci Hamdan pour ces additifs. Toujours dans la rubrique des chiffres alarmants, il y a Interpol qui a aussi dévoilé des chiffres très très alarmants au Kubiso. Ok, donc il y a le rapport d'Interpol, donc le rapport annuel d'Interpol nommé Interpol Africa Cyber Threat Assessment Report, donc l'édition 2025. Donc l'Interpol Africa Cyber Threat Assessment Report 2025, qui a été publié le 23 juin 2025. Voilà, donc ce rapport en fait dresse un état de lieu des cybermenaces les plus critiques qui touchent le continent africain. Donc, il est basé sur un certain nombre de données collectées par Interpol eux-mêmes et aussi les institutions, mais ainsi que les différents partenaires du secteur privé, en note Kaspersky, Groupe AIB, Ten Micro. Donc, ce rapport fait état des principales menaces identifiées. Donc, il est catégorisé selon les menaces principales telles que tout ce qui concerne l'arnaque en ligne, des attaques par ransomware, les attaques de type business email compromise, qui concernent tout ce qui est compromission d'identifiant de connexion de mails professionnels, et aussi, il parle de tout ce qui est sextorsion numérique. Donc, beaucoup plus en détail, ce rapport concernant tout ce qui est arnaque en ligne, on constate entre 2023 et 2024 une explosion de jusqu'à plus de 3000% de notifications d'escroquerie dans certains pays. On a par exemple la Zambie avec plus de 2930% de notifications d'arnaque et l'Égypte qui vient en seconde position avec plus de 470%. En Afrique de l'Ouest, en fait, on dénote que le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin sont les pays où il y a beaucoup plus de notifications. Concernant tout ce qui concerne les attaques par ransomware, ce rapport fait état d'un classement. Donc, on a le top 20, pardon, des pays qui ont détecté le plus de ransomware. Donc, on constate qu'on a une forte montée de détection en 2024, avec l'Égypte en première position, avec plus de 17 849 cas. En seconde position, on a l'Afrique du Sud avec 12 281 cas, le Nigeria en troisième position avec 3 459 cas, le Kenya en quatrième position avec 3 030 cas. Il faudrait dire ensuite que la Côte d'Ivoire vient en 11e position avec plus de 668 cas détectés. On a quelques faits notables concernant l'Afrique du Sud avec la South Africa Department of Defense qui a été victime du coup de ransomware en 2024 où il y a eu une perte de 1,6 terabits de données et ces données-là incluaient par exemple des données présidentielles. À côté de cela, on a Telecom Namibia le 13 décembre 2024 qui a subi une cyberattaque orchestrée par le groupe Hunter, donc c'est une organisation cybercriminelle, et les attaquants auraient infiltré plus de 626 gigas de données avant de menacer de divulguer ces informations-là. Donc la date limite ayant été dépassée, une partie de ces données-là ont commencé à fuiter sur les réseaux sociaux. Donc, en donnant malheureusement des données individuelles et des données sur les institutions gouvernementales. Comme dernier fait notable aussi d'attaque par ransomware, on a le fonds de pension des employés du gouvernement sud-africain, donc la South Africa Government Employee Pension, qui est le plus grand en fait fonds de ce type, qui a été compromis en 2024 par le groupe de ransomware, le célèbre groupe Lockbit, où une intrusion a impacté en fait les paiements de pensions d'environ 1,7 million de personnes. Tout ce qui concerne les business email compromise, on a une forte progression en Afrique de l'Ouest où opèrent des réseaux comme Black Axe. Donc, on a une forte activité dans les pays africains, surtout dans 11 pays africains, notamment le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et rien qu'en 2024,
19 pays africains ont collectivement signalé plus de 10 490 arrestations liées à la cybercriminalité. Donc, ce qui suggère que le nombre réel de cas de business email compromise est nettement beaucoup plus élevé. Donc, comme fait notable d'attaques de type business email compromise, on a un groupe en bande organisée qui opère depuis le Nigeria et les Émirats arabes unis avec un certain Ayeni et ses complices. Ces types ont mené en fait des attaques de ransomware pour voler des identifiants de connexion de messagerie d'avocats et certains agents immobiliers aux États-Unis. Donc, ils se sont ensuite fait passer pour des professionnels afin de rediriger tout ce qui est paiement de clôture de prêts hypothécaires vers des comptes frauduleux. Donc, cette opération-là a touché plus de 400 victimes et a entraîné un vol de plus de 19,6 millions de dollars. Concernant tout ce qui est sextorsion numérique, donc tout ce qui est sextorsion numérique est complètement en hausse. On constate que 60% des enquêtes ayant signalé en fait une augmentation avec des cas impliquant l'utilisation d'images réelles ou même pire, même des images même générées par IA. Et rien que mi-2024, le groupe Meta a supprimé à la demande du Nigeria plus de 63 000 comptes Instagram et 7 000 comptes Facebook liés à tout ce qui est opération de sextorsion. On constate aussi que le plus grand nombre d'incidents ont été enregistrés au Maroc, au Mali, en Égypte et en Mauritanie. Ce rapport aussi fait état aussi d'un cadre juridique et politique fragmenté, vu que 65% des pays n'ont signalé aucune mise à jour de leur législation sur la cybercriminalité au cours de l'année écoulée. Aussi, on constate que plus de 75% des pays estiment que leur cadre juridique et leurs capacités de poursuite doivent être améliorées. À côté de cela, on a la Convention de Budapest sur le cybercrime. Donc, c'est un cadre, on va dire, juridique de référence mondiale sur la lutte contre la cybercriminalité qui a été mise en œuvre en 2001, mais entrée en vigueur en 2004, où seulement que 6 pays africains sur les 70 signataires y figurent. À côté de cela, on a la Convention de Malabo qui a beaucoup plus focus sur tout ce qui est cybersécurité et protection des données à caractère personnel, où seulement que 15 pays ont ratifié cet accord-là. On a quand même des avancées positives avec le renforcement juridique. On a par exemple l'adoption de cadres conformes aux standards internationaux. On a des investissements avec la création d'unités spécialisées de renforcement de capacités médico-légales. Là, je fais un clin d'œil au CENIN, qui est le Centre national d'investigation numérique du Bénin. À côté de cela aussi, on a des opérations conjointes, telles que l'opération CRGT et REDCAT, qui a eu lieu de septembre 2024 et février 2025, avec plus de 1000 arrestations et un démantèlement de milliers de réseaux malveillants. Aussi, il faudrait constater que 88% des pays mènent des campagnes de prévention. À cela, Interpol a formulé des recommandations sur 6 axes stratégiques. On a le renforcement de la coopération régionale et internationale, l'accroissement de la prévention et la sensibilisation, l'exploitation de technologies émergentes telles que l'IA, tout en veillant à l'éthique, la formation et l'équipement des différentes forces de l'ordre, mais aussi le développement d'infrastructures liées à tout ce qui est signalement, analyse forensique, preuves numériques et même base de traite intelligente. À côté de cela, le rapport aussi formule aussi de pérenniser tout ce qui est partenariat public-privé. Donc, pour terminer, il faudrait dire que ce rapport-là, c'est la 4e édition. Voilà, donc, le fruit d'une enquête autour de 43 pays africains sur les 54 et d'une collaboration, comme je l'ai dit tantôt, d'Interpol et des entreprises telles que Kaspersky, Ten Micro, Group IB et B.Zone. Ah bah oui, ce rapport, il est très très édifiant. Moi, je voulais savoir, globalement, mais est-ce qu'on peut revenir un peu sur le rôle d'Interpol? L'Interpol, c'est quoi pour nos auditeurs? On entend parler d'Interpol, mais c'est quoi son rôle, notamment dans la cybersécurité? Déjà, faut dire que Interpol, c'est une organisation internationale de police criminelle qui regroupe déjà 195 pays membres. Ils interviennent sur plusieurs plans, pas seulement que la cybersécurité, mais dans notre cas, ils sont chargés à travers le département de cybercrime et qui est basé en Singapour, ils sont chargés de mener des opérations conjointes sur des attaques cybercriminelles, des groupes cybercriminels. Par exemple, on a eu le cas de Lockbit qui n'était pas vraiment dirigé par Interpol, mais une partie d'Interpol appelée Europol qui a permis de démanteler pas mal de personnes qui étaient autour de Lockbit. Et donc, disons que pour faire simple, c'est une organisation internationale de police qui a un département de la cybersécurité qui mène des actions contre les cybercriminels. Ouais.
Effectivement, donc c'était important de préciser cela pour nos auditeurs parce que généralement quand on parle d'Interpol, les gens pensent que c'est seulement une police qui arrête des personnes. Ça, il y a aussi des criminels en cybersécurité qui sont arrêtés, notamment les hackers et autres. Guy, est-ce que pour nos auditeurs qui souhaiteraient faire leur veille, est-ce que Interpol, je vais dire la fréquence en fait, de cette édition. Aujourd'hui, on a la quatrième. Est-ce que on a une périodicité de la tenue de cet événement? Oui, je crois, à partir du troisième semestre, à partir du troisième trimestre, ce rapport est disponible. Puisque si j'ai bonne mémoire, celui de l'année passée est sorti courant avril, si je ne me trompe pas. Ok. Bah, j'espère que les dirigeants en cyber, les dirigeants d'entreprise vont jeter un coup d'œil sur ça. Surtout, j'espère qu'ils vont écouter cet épisode pour voir les chiffres alarmants au sujet de la cybersécurité. On va aborder à présent le sujet de CrowdStrike. Il y a Microsoft qui a décidé de modifier la sécurité de Windows pour éviter un nouveau CrowdStrike. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ça, Guy? D'accord, donc oui, comme tu l'as si bien dit, Microsoft a modifié la sécurité en fait de Windows pour éviter un nouvel événement type CrowdStrike. Il faudrait rappeler que le 19 juillet 2024, une panne mondiale en fait a touché de nombreuses entreprises et infrastructures. Et cet événement a été créé en fait par une mise à jour défectueuse du logiciel de sécurité CrowdStrike, spécifiquement le capteur Falcon, voilà pour Windows. Et donc on a eu des impacts tels que la perturbation ou même l'annulation des milieux de vol, et aussi la perturbation aussi dans les secteurs bancaires, dans le secteur des médias et même malheureusement dans les services d'urgence. Donc, en réponse, Microsoft a organisé un sommet sur la cybersécurité qui réunissait des experts techniques de CrowdStrike, mais aussi de ses concurrents spécialisés dans la sécurité des différents terminaux. Donc, cette réunion a conduit à l'annonce fin 2024 d'un ensemble, en fait, de nouvelles pratiques de déploiement sécurisé, de modification, même de l'architecture de Windows. Voilà, afin d'éviter un incident similaire. Donc, pour ce mois de juillet-là, l'entreprise aussi a indiqué qu'elle fournirait une version préliminaire de la plateforme de sécurité des terminaux Windows afin que certains de ses partenaires ayant adhéré à son programme qu'il nomme Microsoft Virus Initiative 3.0 puissent en fait déjà commencer à tester ces nouvelles fonctionnalités-là. Donc, ces décisions, un certain nombre de décisions ont été prises. On a comme première décision l'isolation en fait des pilotes ou solutions de sécurité du noyau, l'instauration d'une fonctionnalité appelée le QMR, qui est le Quick Machine Recovery, et aussi la réduction du nombre de redémarrages sur les machines dotées de Microsoft Windows 11 Enterprise. Donc, beaucoup plus en détail, en fait, concernant l'isolation des pilotes ou des solutions de sécurité du noyau. En fait, c'est le changement le plus important et que c'est celui que la majorité, en fait, des experts, elle avait recommandé. Le fait de déplacer les pilotes tiers, des pilotes de sécurité tiers hors du noyau. Donc, hors du noyau Windows où, en fait, une faille pourrait provoquer, en fait, un crash catastrophique et de les exécuter, en fait, ces solutions-là dans l'espace utilisateur. Donc, les nouvelles fonctionnalités de Windows leur permettront en fait de concevoir leurs solutions, voilà, en dehors du noyau. Donc, en fait, cette annonce-là s'appuie en fait sur les témoignages de certains de ses partenaires, dont Bitdefender, EZ, SentinelOne, Trellix et même CrowdStrike. En fait, il a aussi à noter aussi qu'aucune de ces entreprises-là qui figurent sur la liste aussi ne s'est engagée à faire migrer directement ces pilotes-là vers l'espace en fait utilisateur, car selon eux, c'est un processus qui est vraiment chronophage et qui va nécessiter d'abord beaucoup de tests. Il faudrait signaler aussi une absence notable parmi ses soutiens de Sophos. Sophos qui a vivement critiqué les appels à retirer en fait les logiciels de sécurité hors du noyau. Concernant la deuxième en fait décision, l'instauration du QMA, c'est un changement aussi majeur aussi qui sera beaucoup disponible, puisque en fait l'un des aspects, si on se rappelle bien, de l'événement CrowdStrike, c'était en fait la boucle de redémarrage des terminaux affectés, qui ne pouvait qu'être résolue qu'en envoyant un technicien démarrer physiquement la machine dans l'environnement de récupération Windows.
et de supprimer en fait manuellement toujours les pilotes défectueuses. Mais désormais, au QMA, Microsoft peut utiliser ses serveurs de mise à jour pour corriger en fait les problèmes là automatiquement et sans intervention surtout sur site. Concernant euh, la dernière résolution qui était prise, c'est le fait de réduire le nombre de redémarrages suite à la mise à jour des machines qui sont uniquement équipées d'un système Windows 11 édition Enterprise. Voilà en gros en fait les grandes décisions qui devraient commencer à s'appliquer sur sur les, sur les terminaux Windows par les partenaires en fait de Microsoft qui ayant souscrit, sinon ayant adhéré à l'initiative Microsoft. Ouais, effectivement, et je pense que si Microsoft, après ce qui s'est passé en fin 2024 avec CrowdStrike, si Microsoft avait la possibilité de dire, bah écoutez, aucun autre système tiers va se connecter à notre noyau, ils allaient le faire. Mais ils n'ont pas le choix parce que pour des questions réglementaires, ils doivent laisser l'interconnexion. Tu vois, il y a ça aussi. Donc, avec ça, on se pose la question de savoir si CrowdStrike ou bien une autre solution n'arrive plus à interagir sur la partie kernel land ou la partie noyau du système d'exploitation. Est-ce que cela atténuerait le niveau de détection? Koulibaly Mohamed. Déjà, le retrait au niveau des solutions de sécurité au niveau du aura forcément un impact sur le fonctionnement de certaines solutions de sécurité, notamment le EDR. On peut faire face à une diminution de la visibilité au niveau du système. Euh, Parce que les EDR modernes comme CrowdStrike, Falcon, Microsoft Defender, Sentinel-WAM s'appuient sur la protection du noyau, HashiCorp ou bien HVCI pour suivre les activités critiques en fait. Du coup, si les protections sont désactivées, l'EDR perd accès à des informations vitales telles que les appels système suspects, les injections de mémoire, les modifications de processus en mode noyau. Donc voilà un peu, il y a un impact. Mais lorsqu'on fait, on recule un peu, puis on analyse la situation, vu l'impact global que ça a eu au niveau de l'incident de CrossStrat, on peut dire que c'est un mal nécessaire aussi d'avoir une nouvelle approche pour la sécurisation de nos différents actifs dans les entreprises. Pour rappel, avec l'incident de l'écran bleu de CrowdStrike, on a eu environ plus de 8,5 millions d'ordinateurs dans le monde qui ont été touchés. Une perte financière estimée environ 6 milliards de dollars au niveau mondial, avec plusieurs secteurs d'activité touchés, notamment les secteurs sensibles tels que la santé, les services publics, les banques et compagnies aériennes. Donc voilà un peu. Le fait d'éviter l'utilisation des solutions de sécurité au niveau de noyau aura un impact considérable, mais il faut prendre du recul et puis voir le problème autrement pour trouver une meilleure solution. Oui, oui, je comprends, mais peut-être on se dit, bah en fait, peut-être pour des modèles financiers, on a tenu le niveau de sécurité. Franchement, je me suis pas documenté sur le sujet à fond. Je sais pas si vraiment ça voudrait dire qu'ils vont plus faire des détections des attaques orientées kernel, je sais pas. Mais une chose est sûre, il y a en fin 2024, notamment le 16 décembre, aux environs du 16 décembre 2024, on avait une CVE qui est apparu, la CVE 2024-35-250, voilà, qui exploitait, on va dire, un défaut dans un pointeur au niveau des systèmes Windows. Et il faut se dire que les solutions comme CrowdStrike, Kaspersky ont vraiment aidé à pouvoir contrecarrer ces types d'attaques. Donc, voilà, vous pouvez faire des recherches sur cette CVE et vous verrez que pourquoi est-ce que j'ai posé la question si, voilà, moi j'ai un peu, voilà, c'est pas pour vous, mais j'ai un peu de crainte par rapport à cela. Mais bon, on verra la suite. Est-ce que bah ils vont revenir sur les décisions ou bien est-ce qu'ils vont trouver un bon compromis? Alors, on va parler à présent de Exegol. Exegol qui passe maintenant en trois modes au coup avec le mode free, le mode pro et le mode enterprise. Oui, le célèbre rappeur de Charlie Brown, alias Shutdown, dédié à la sécurité offensive, est désormais en trois modes, sinon, on va dire globalement deux modes. Donc, un mode free puis un mode commercial. Donc, on a le mode communautaire, donc le niveau free, qui restera gratuit pour tous ceux qui font le CTF ou même la cybersécurité, même les apprenants. Et aussi, on a le niveau pro et enterprise
pour une utilisation commerciale avec des fonctionnalités premium et une assistance surtout directe. Ce qui fait en fait la particularité en fait de ces différents modes-là, c'est que les contributions, qu'il s'agisse dans le code, dans la documentation, même dans les tests unitaires ou même de l'assistance, même sur le Discord, même de Exegol, donneront droit en fait à des réductions d'abonnement allant jusqu'à même 100%. Voilà. Donc, on a pas mal de, de nouvelles fonctionnalités qui sont dans les éditions Pro et Enterprise. À côté de cela, on a un pricing qui est beaucoup plus attractif. Donc, on a un pricing mensuel et un pricing annuel. Donc, concernant la version communautaire, c'est toujours 0 € avec des images de base, des images free. À côté de cela, on a la version Pro qui coûte 20 € mensuellement. Donc, dedans, on peut même voter pour des nouvelles features. On a un centre d'apprentissage qui est le nerf du secteur qui arrive désormais. Aussi, on a une assistance aussi pour un support. Voilà. À côté de cela, on a la version Enterprise qui coûte relativement, on va dire, je considère même que c'est même pas cher parce que c'est juste 10 € de plus. Donc, pour 30 € mensuellement, on a une fonctionnalité avec un support avancé, l'accès à certaines images. Donc, il faudrait dire que les versions Pro Enterprise ont des images beaucoup plus spécialisées, telles que les images Active Directory, les images OSINT, les images de web. Mais pour le support, pour la version entreprise, on a un support qui est beaucoup plus avancé. Et donc, annuellement, cela revient pour la version Pro à 220 € annuellement et pour la version Enterprise à 360 €. Aujourd'hui, on voit de plus en plus qu'il y a deux équipes, on va dire deux teams qui s'affrontent, la team Kali et la team Exegol, notamment dans la communauté cyber francophone. Et vous, Koulibaly Mohamed, Hamdan Konegi, vous êtes plutôt dans quelle team? Team plutôt Exegol ou Kali? Moi, je dirais, je suis dans les deux teams. Je suis dans les deux Ah, t'es teams. dans les deux teams. Oui, je suis dans les deux teams. Kali de Et base, pourquoi? voilà. Voilà, je me sens à l'aise dans les deux. Exegol, ça me facilite. Vu que c'est un rapper, donc sur Kali, j'installe l'image, j'ai accès à des images et tout. Donc, je pense que c'est beaucoup plus cool. Voilà. J'ai accès à certaines images. Les projets, je peux les séparer selon tel type de mission. Je peux télécharger une image spécifique. Voilà, avec un auto-completion et des outils qui sont vraiment à jour. Kali, mon outil de cœur. Donc, les deux, ça fusionne sans problème. Déjà, même, je l'installe même depuis Kali. Donc, voilà. La synergie est Ah, bonne à mon niveau. Ouais. ouais, je comprends. Les deux sont complémentaires pour toi. Peut-être Ouais, souvent, c'est tu as ça. envie d'aller vite. Tu C'est prends ça. le truc. Ouais, c'est bien. Moi j'aime beaucoup plus l'idée de Docker, qui est dans la philosophie de Exegol. C'est-à-dire, voilà, tu peux installer plusieurs instances d'Exegol sur la même machine. Après, tu peux casser. Pourquoi? Parce que tu peux aller dans un paint test, tu vois. Aujourd'hui, on a les machines virtuelles. Quand aujourd'hui, si tu as plusieurs clients, tu vas prendre tel calibre pour pouvoir aller dans son environnement. Tu peux prendre tel calibre pour entrer ici. Avec ça, tu peux avoir plusieurs, on va dire plusieurs instances séparées pour des pentests différents. Voilà, je pense que c'est quand même un plus par rapport à ça. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai, parce que souvent aussi même tu es dans des missions où, par exemple, ta version de Python se casse, il y a un souci et tu veux peut-être faire une mise à jour, bien supprimer des packages, et là, une fois que tout se casse, c'est tout le système de base qui est impacté. Du coup, tu ne peux plus rien faire. Alors que là, ce système d'isolation-là, de séparation, permet en fait d'effectuer uniquement tout ce qui est modification dans son environnement. Donc, une fois que là, ça ne marche pas, on peut créer un nouvel environnement à côté ou bien switcher vers un autre environnement pour continuer sa mission. Donc, c'est très Exactement. cool en fait. Ex- Effectivement, exactement. C'est vrai, c'est un peu gourmand en ressources. Je pense que c'est minimum 200 gigas minimum. Donc, moi, aujourd'hui, je l'ai jamais installé en dur. C'est toujours en environnement virtuel, mais j'avoue que ça bouffe quand même pas mal de ressources. Ouais, c'est pas mal comme solution. Ayant suivi Charlie depuis le début, il commençait à faire ses premières prises de Exegol dans le meet-up de Hackthebox France avec eux, que je salue au passage. C'était vraiment cool. J'ai adopté l'idée. J'ai vu un peu son storytelling derrière, pourquoi il a eu à passer sur Exegol. C'était vraiment cool. Je l'ai eu à tester plusieurs fois. Et voilà, c'était vraiment intéressant. Aussi même pour des versions même pro et enterprise, je veux dire que c'est pour une utilisation pro, c'est vraiment moins cher quoi, parce que juste pour 30 € par mois ou même pour
20 € par mois, avec tout ce que ça signifie, le fait même de faire des propositions, même de nouvelles features, avec surtout même une assistance même pour, euh, pour, euh, pour pouvoir être aidé dans différents problèmes pour juste 30 €, 20 € par mois. Je pense que ça vaut vraiment le coup même de passer pour des missions personnelles ou pro avec les versions commerciales. Mhm. Ouais, effectivement. Et je voulais juste donner un petit bonus à nos auditeurs. Pour ceux qui sont membres ou qui n'ont pas encore rejoint la communauté Hack des Boss Meetup Côte d'Ivoire, il y aura dans les saisons à venir une présentation qui sera faite. Donc, c'est le lieu d'aller s'abonner sur cette page-là. On mettra ça dans la description de ce numéro. Global Mohamed, est-ce que tu as des additifs par rapport à ce sujet? Exegol, c'est l'outil prêt à l'emploi. Donc, tu peux être dans certaines situations, te retrouver dans un environnement contraignant où le client demande à ce il n'y a pas d'outil extérieur. Ils peuvent te mettre en place une VM où tu devras démarrer rapidement. Et c'est très peu évident de pouvoir tout faire en même temps sur cette VM. Et avec la solution containerisée de Exegol, c'est déjà prêt à l'emploi, hein. Tu installes l'image, puis bon, tu débutes ta mission. Donc, c'est vraiment un élément à saluer. Puis bon, voilà, c'est un peu ça les écoles aussi. Parce que pour nos auditeurs, il faut savoir que sur Kali Linux, c'est très bien, mais souvent il y a des outils. Moi, en tout cas, il y a des outils sur Kali que je n'ai jamais utilisés. Je ne sais pas si pour vous, c'est pareil. Kali, il y a trop d'outils. Parfois, on n'a pas besoin de ça, tu vois. Alors que avec Exegol, bah, en fait, c'est bien. Tu peux faire des installations à la demande, tu vois. Les choses sont déjà là. Et, au coup, est-ce qu'on sait si aujourd'hui ça existe sur le format graphique? De mémoire, c'était full CLI. Oui, je crois que jusqu'à présent, je crois que c'est faux. C'est là, je ne sais pas s'il y aura de nouvelles features pour, les versions Pro Enterprise. Peut-être s'ils demandent des partenaires, voilà, qui vont peut-être demander une interface beaucoup plus facile, intuitive, voilà. Sinon, je crois qu'avec la version en CLI, comme on le dit, ça gère, hein, Ça ça fait va. le taf. Oui, ça fait le taf. Ouais, Ça fait le effectivement. taf. Ouais. Pentest, ligne des commandes, ça fait plutôt que des interfaces graphiques, voilà. Alors, on passe à présent sur le dernier sujet de notre numéro de ce jour. Windows Server 2025, il y a actuellement une faille critique qui menace le contrôleur de domaine, notamment l'Active Directory. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sujet-là, on en parle pour alerter un peu les équipes IT sur la nécessité de faire vraiment des tests lorsqu'une nouvelle version d'un software ou bien d'un système sort. C'est de faire vraiment d'abord des tests dans un environnement, s'assurer que c'est bon avant de faire la montée en version. Voilà, le Windows Server 2025 est sorti très récemment, mais malheureusement est venu avec un petit défaut. On va essayer de vous parler de cela. Ce défaut, il a été découvert par un ingénieur, un chercheur de chez Akamai. Donc, on va dire c'est Akamai qui l'a dévoilé, qui l'ont subitement renommé la vulnérabilité Bad Successor. Voilà. Donc, c'est une vulnérabilité qui est liée au DMSA. Voilà, le Delegated Managed Service Account, qui est dans les Windows Server 2025. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant le Windows Server 2025, on n'avait pas de DMSA, on avait plutôt de GMSA, Group Managed Service Account. C'est quoi le GMSA? C'est en fait c'est un type de compte de service qui est géré automatiquement par un environnement, par l'Active Directory, voilà, pour contrôler le domaine. Alors, il faut savoir que les sujets de compte de service ou de service et compte sont des sujets très, voilà, sont vraiment des vecteurs d'attaque très privilégiés des cyberattaquants dans les environnements Active Directory. Alors, ce GMSA-là, il permet à un ou plusieurs serveurs d'utiliser un compte avec une rotation bien évidemment automatique de mots de passe, avec une meilleure sécurité que les anciens comptes de service. On sait que traditionnellement, avant, parce que Windows, il faut savoir que l'environnement Active Directory est vieux de plus de 20 ans. Avant, c'était très difficile de gérer ça, les mots de passe de ce genre de trucs, parce que souvent, quand il dit aux IT de changer le mot de passe de compte de service, il se disait, bah, on ne sait pas ce compte de service, il est utilisé où. Donc, souvent, on avait des comptes de service dont le mot de passe n'est roté jamais. Microsoft
euh, conscients de cela, ils ont fait naître le GMSA. Donc, c'est ça un peu à quoi va servir le GMSA. Et ça parlait de Windows Server 2012 et plus que le GMSA était là. Mais le GMSA aussi avait ses défauts. Comme on le sait, il y a toujours des petits malins à toujours trouver des petits défauts sur les différents systèmes. Donc, ce défaut-là aussi a été corrigé maintenant dans les parties dans les Windows Server 2025 avec le DMSA qui est cette fois sur le Delegated Managed Service Account. Alors, il faut savoir qu'il y a un webinaire qui a été présenté récemment par Hamza avec Clément Notin sur le sujet. Je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez avoir plus de détails sur le batch successor. Mais encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité que Microsoft a introduite dans Windows Server 2025 qui malheureusement est venue avec des insuffisances qui aujourd'hui, il n'y a pas de solution aujourd'hui trouvée par Microsoft. Tout le monde est en train de chercher à trouver une solution palliative. Mais quand même, il y a des experts qui ont fait des recherches sur ça, qui ont même mis en place des proof of concept sur ce sujet-là et aussi qui ont fait des recommandations pour leurs clients. Pour pouvoir se protéger comme ça, il y a 3 mesures rapidement qu'on peut mettre en place. Limiter les permissions. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de vecteurs de compromission dans les environnements actifs directory sont dus à des misconfigurations, notamment sur les mots de passe, etc. Donc, il faut limiter les permissions, faire des restrictions des droits de création et de modification de ces DMSA aux seuls comptes de confiance, notamment les comptes administrateurs. Il faut surveiller les événements sensibles. Voilà, aujourd'hui, on sait que dans les environnements plus matures, on a des SIEM, voilà, qui peuvent détecter ces événements-là. Donc, c'est de mettre en place des événements plus sur la journalisation. Voilà, donc il faut créer des événements qui portent sur les DMSA. Donc, c'est l'Event ID 5137. Il faut faire la modification d'attributs critiques toujours sur l'ID 5136. Il faut faire de l'authentification suspecte via DMSA notamment. Bien évidemment, il faut déployer des outils de détection. Voilà, il y en a plusieurs, on ne va pas faire la publicité ici. Il faut mettre des outils de détection. Si vous n'avez pas des SIEM, vous pouvez mettre en place des scripts pour pouvoir faire la détection. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur le batch successor. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Guy, Hamdan, et puis Mohamed. Non, moi je crois que c'est clair. Hein. Tu as eu à tout donner. Voilà. Tu as eu à tout donner comme recommandation, comme détection. Donc certainement, ça veut dire aux équipes d'être beaucoup plus vigilantes, puisque selon ce que tu as eu à dire, il n'y a pas de mitigation vraiment effective. Donc, c'est de demander aux équipes d'être beaucoup plus en alerte et de détecter tout ce qui est événement, de surveiller surtout tout ce qui est événement anormal sur les infrastructures. Effectivement, c'est ça. Donc, pour être plus précis sur l'exploitation, voilà, les rapports d'Akamai, Security Bloater et Petri indiquent que malgré sa divulgation au grand public, cette vulnérabilité, bah, il n'y a aucune exploitation active. Voilà, au moment où on est en train d'enregistrer ce numéro, il n'y a pas encore d'exploitation active. Cependant, des films comme CoverSwarm, ils ont développé encore, comme je l'avais dit précédemment, bah, des proof of concept, des POC pour pouvoir tester dans son environnement. Donc, on mettra aussi le lien du POC dans la description de ce numéro. Bali Mohamed, tu voulais ajouter quelque chose? Bon, je vais dire que, bon, avec Back sur Sexor, il faut voir par là que toute nouveauté sécurité peut devenir une surface d'attaque si elle est mal maîtrisée. En fait, les DMSA mal déployés deviennent un nouveau levier pour les cyberattaquants pour réaliser des attaques au sein d'une entreprise. Donc, c'est le petit ajout. Ok, merci beaucoup. Hamdan, est-ce que tu as des additifs par rapport à ça? Non, ça va, tout est clair. Alors, c'était CyberEcho, un éclairage collectif sur les enjeux de la cybersécurité partagé avec vous en toute simplicité. Un grand merci à nos chroniqueurs de ce jour, Koulibaly Mohamed, Guy et Hamdan Koné, pour leur analyse, leur éclairage et leur capacité à rendre les sujets de ce numéro compréhensifs. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Continuez à vous informer, à poser les bonnes questions et surtout, restez cybersécurisés.
Merci, au revoir.